Bienvenue à tous dans notre émission spéciale nutrition et santé militaire en équipe avec UNEO. Ce thème proposé d'ailleurs par UNEO, c'est un sujet qui leur tient à cœur car il est très important pour eux de comprendre et d'accompagner la communauté défense évidemment sur leurs besoins et leurs questionnements, et ce grâce aux paroles d'experts. C'est un sujet passionnant qu'on va aborder aujourd'hui avec le docteur Cyril Gauthier, médecin nutritionniste, le docteur Véronique qui est médecin chef des services à la caisse de sécu militaire, ainsi que Mélanie Houlion qui est diététicienne nutritionniste. Bienvenue à vous trois sur Skyrock. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour. Content de vous retrouver sur Skyrock PLM aujourd'hui. Docteur Gauthier, à quel moment on peut parler de surpoids et à quel moment on peut parler d'obésité, et surtout quels sont les risques pour la santé associés au surpoids et à l'obésité? Alors, je pense qu'il faut aussi revenir sur la définition du surpoids et de l'obésité. Oui. L'IMC, l'indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré donne un chiffre. Mais l'obésité, le surpoids, c'est plus complexe que ça. La localisation de la graisse, du tissu adipeux aura des impacts différents en fonction de si elle est viscérale ou si elle est plutôt sous-cutanée. C'est-à-dire que l'IMC indique pas tout, forcément, c'est au cas par cas. L'IMC est un indice très fiable pour définir le risque de mortalité d'une population. Mais à titre individuel, on voit chez les grands sportifs ou chez les militaires que l'IMC n'est pas du tout fiable. Par contre, la graisse viscérale, elle sera beaucoup plus fiable. Donc il faut bien comprendre que l'obésité, le surpoids va entraîner des complications qui vont dépendre de cette localisation de tissu adipeux, donc de graisse. Les complications, on les connaît tous, mais les personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité, elles doivent comprendre. On risque le diabète. Le risque, il est 6 à 12 fois plus élevé quand on a un IMC supérieur à 30. Énorme. Surtout quand on a la graisse. Il y a plein d'autres complications, le foie gras, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, l'hypertension artérielle, le risque cardiovasculaire, l'infarctus, l'insuffisance rénale, l'infertilité chez les femmes comme chez les hommes, l'incontinence urinaire. Et puis il y a tout un panel de risques qui sont pas strictement médicaux. C'est tout ce qui est psychosocial, parce que l'obésité et les militaires, c'est comme dans la population générale, il y a une stigmatisation. Surtout chez les militaires, on est censé avoir une image, il y a une stigmatisation, une auto-stigmatisation qui fait que ces personnes, de temps en temps, elles se sentent un peu à l'écart. Elles vont raisonner dans j'ai une urgence à perdre du poids. Et chez les militaires, on le voit bien, avant les visites annuelles, ils ont besoin de perdre du poids rapidement. Ce qui est extrêmement délétère d'un point de vue balance énergétique, parce que la restriction qui vont s'imposer avant la visite pour essayer d'atteindre un poids ou un IMC adapté sera complètement contre-bénéfique à la suite, parce qu'il y aura un phénomène de rebond. Donc l'obésité, c'est pas juste un chiffre, c'est pas juste des personnes qui mangent trop, qui mangent mal, c'est aussi une prédisposition génétique, un environnement, une société, des dogmes qu'on s'inflige. Il faut, je pense, repositionner l'obésité comme maladie complexe, multifactorielle, et les militaires n'échappent pas à cette problématique. Quand on veut perdre du poids dans l'urgence, comme ce que vous venez de décrire, c'est forcément dangereux pour ce qui va se passer après. Enfin, en tout cas, c'est pas une bonne idée. Prenez quelqu'un qui souffre de surpoids ou d'obésité. Ça veut dire qu'il a quand même une prédisposition génétique à résister à un phénomène de restriction, à un phénomène de famine. L'être humain est beaucoup plus mort de famine que de suralimentation. On meurt de suralimentation parce que l'obésité tue, mais depuis 1 ou 2 siècles. Donc génétiquement, on est beaucoup plus conçu pour résister à la restriction. Si vous êtes prédisposé, vous allez prendre du poids de manière plus facile que les autres. Vous allez sortir d'une norme sociale, norme professionnelle, norme médicale, et on va vous demander de perdre. Sauf que pour perdre, vous allez aller pas dans un système de soins qui n'est pas encore bien adapté à prendre en charge le surpoids et l'obésité, vous allez chercher des solutions pour maigrir. Et la solution pour maigrir, c'est quoi? C'est la restriction, c'est des régimes. Sauf que vous vous infligez un régime, et pour l'organisme, lui, le régime, il sait pas ce que c'est. Lui, il voit juste une chose, famine. La famine artificielle. Sauf que la famine artificielle, ça va perdre. Moi, je vous mets à 1200 kilocalories, je pense que vous perdrez du poids. Sauf que derrière, vous allez enclencher des mécanismes de résistance hormonale qui seront pas dépendantes de la volonté, qui seront hormonales. Et donc, ces résistances vont faire que vous allez reprendre sans forcément manger plus. Et avec des résistances qui vont s'accroître. Et c'est le fameux yo-yo. Et ça, les militaires, on le voit bien, parce qu'ils essayent de maintenir leur poids pendant toute leur activité. Puis quand ils sont en retraite de leur activité militaire, là, on voit que derrière, ça explose. Ma première question est la suivante. Quelle est la spécificité du monde militaire en termes de nutrition d'une part et en termes de risque de surpoids d'autre part? Alors d'abord, dans le monde militaire, à l'engagement, il y a des normes d'aptitude pour lesquelles on calculera un IMC et le poids jouera sur l'aptitude à l'engagement et l'aptitude à des fonctions. Ce poids devra être maintenu pendant toute la carrière si possible, pour garder les aptitudes particulières. Ensuite, le risque de surpoids est lié au mode de vie militaire qui fait qu'ils sont soumis à des contraintes diverses, à une alimentation le plus souvent en restauration collective qui n'est pas forcément la plus favorable à un équilibre alimentaire. Et puis surtout, ils ont des variabilités d'activité physique tout au long de leur carrière avec des périodes où l'activité physique est intense,
avec du surentraînement et des périodes où ils seront plus sédentaires. Mélanie Houlion, vous avez créé des encas pour les militaires, qu'on peut d'ailleurs se procurer via le portail Uneo, il faut se renseigner. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez eu cette idée et pourquoi surtout. En fait, à l'origine, j'ai étudié dans la littérature scientifique la nutrition du combattant et j'ai mené une enquête terrain sur les habitudes alimentaires des militaires. Et en fait, j'ai identifié quelques problématiques nutritionnelles. Ce qu'on appelle une balance énergétique négative où les dépenses énergétiques étaient supérieures aux apports nutritionnels. Par exemple, on a étudié que dans le grand froid, un opérateur pouvait dépenser jusqu'à 6000 kilocalories par jour, ce qui est énorme. Et par exemple, pour vous donner une idée, un apport nutritionnel moyen pour un individu normal, c'est environ 2000. Donc en fait, il y a toute cette idée de supplémentation et d'optimisation de l'alimentation justement pour des activités aussi intenses dans des environnements hostiles. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je suis convaincue, et c'est un consensus scientifique, qu'il y a un lien et un impact entre l'alimentation et des conséquences qui peuvent être négatives, notamment sur les performances physiques et cognitives de l'opérateur. Par exemple, si l'alimentation n'est pas adaptée, il peut y avoir de la fatigue physique due à, par exemple, des hypoglycémies, ou par exemple, il y a un apport énergétique en glucides et en protéines qui n'est pas suffisant. Il peut y avoir des troubles digestifs, parce que le militaire peut avoir consommé un repas trop gras ou trop fibreux avant une activité, ce qui peut le gêner pendant l'effort. Il peut apparaître des blessures comme des tendinites, il y a une déshydratation qui est avérée. Il peut y avoir un déficit aussi nutritionnel, pour en finir par exemple en vitamines et minéraux. Et parce que on peut pas avoir accès forcément à des fruits, des légumes, des produits frais qui peuvent en convenir. Donc partant de ce constat, j'ai voulu créer une solution totalement innovante en créant un encas sain et pratique pour les militaires qui répondent à leurs besoins nutritionnels et qui puissent être déployés dans tous les environnements hostiles, à la fois en mer, sur terre et dans les airs. Surtout que dans l'armée, les repas restent quand même des moments de convivialité, surtout quand on est en mission. C'est le moment de se retrouver. Et forcément, des fois, les repas durent plus longtemps que prévu. Bon, il y a le constat, évidemment, il y a des solutions. Et quels conseils on peut donner justement aux militaires qui nous écoutent pour maintenir un bon équilibre nutritionnel en fonction de leur situation dans un premier temps, et selon s'ils sont en activité intensive ou en OPEX ou sédentaire d'ailleurs. Les conseils qu'on peut dire, c'est qu'effectivement d'adapter leur repas à leur activité. Quand ils font des efforts intenses, peut-être de plus se nourrir. Quand ils sont dans des activités plus sédentaires, et ça arrive même en mission, pas forcément se goinfrer au self. Et puis surtout, pour l'avoir vécu en mission, tous les moments de convivialité se font lors des pauses autour des sodas sucrés, des bières, des chips et des cacahuètes. Et donc il faut savoir se limiter lors de ces moment-là. C'était une question de dosage, effectivement. Docteur Gauthier, vous avez co-construit avec Uneo et des professionnels du service de santé des armées une expérimentation d'accompagnement d'un certain nombre de militaires en surpoids. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Elle a été demandée par Uneo suite à des échanges avec les autorités et avec la caisse de sécu des militaires on a un problème de surpoids et d'obésité chez les militaires. Et il y a aussi, dans le surpoids et l'obésité, il y a un problème de cohérence de prise en charge et de formation des professionnels de santé. Et donc du coup, on a mis en place une expérimentation. On a une quarantaine de professionnels de santé militaires qui ont été formés à prendre en charge l'obésité de manière pluridisciplinaire sur le 9e, 10e CMA, l'hôpital de l'Aveyran, l'hôpital Sainte-Anne et la base de défense de Toulon. Et donc on a pu les former, comme on le fait dans l'expérimentation Article 51 que je porte dans le civil, c'est-à-dire qu'il y a une formation et ensuite il y a des créations de parcours en fonction de profils de personnes. C'est-à-dire que la personne qui venait consulter pour un surpoids, on lui donnait pas la même chose que l'autre. On le profilait avec un questionnaire. Ce profilage générait une intensité de prise en charge, une gradation de la prise en charge avec différents corps de métiers qui intervenaient. On avait des médecins, des diététiciennes, nutritionnistes et des psychologues, parce que manger aussi, c'est aussi beaucoup de comportements humains, des comportements d'émotion, des gestions de stress. Et donc il y a eu toute cette prise en charge qui s'est mise en place sur plus de 18 mois pour accompagner ces personnes. Et quels sont les effets de la caféine ? On sait que la caféine est un psychostimulant. Quels sont les effets sur le corps ? Des études ont montré que ça pouvait avoir un effet bénéfique sur la performance sportive dans les sports d'endurance. D'accord. Et
probablement sur la force. Surtout, ça peut masquer la fatigue, et donc la performance pourra durer plus longtemps. La masquer, c'est important comme terme, ça veut dire que la fatigue est toujours là. La fatigue sera... il y aura une dette de fatigue à l'issue de l'effort. C'est ça, qui prendra le relais. Voilà. Après, la caféine a ses revers, et par exemple n'est pas du tout adaptée pour tous les sports où on demande d'être relâché, comme le tir ou le tir à l'arc. Où là, il faut plutôt être la détaché. Précision, il faut... Voilà. Docteur Gauthier, on parlait des régimes tout à l'heure. Vous dites que les régimes ne marchent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ça me paraît radical que le régime ne marche pas. C'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est que vous mettre en restriction alimentaire, vous imposer une manière de manger qui n'est pas la vôtre, c'est-à-dire de manger en fonction d'un dogme, que ce soit un dogme médical, sociétal. La personne qui fait un régime va pas manger en fonction de ses besoins, que ses besoins ils soient physiques ou psychologiques. Cette personne, elle va manger ce qu'on lui autorise de manger ou ce qu'elle s'autorise de manger, et donc elle va s'imposer une manière de manger qui tiendra pas sur le long terme, parce que comme elle ne répond pas à ses besoins, à un moment donné, que ses besoins soient physiques ou psychiques, ça va exploser. Et donc on le voit bien chez les personnes qui sont prédisposées, toute restriction amènera à une reprise de poids qui sera supérieure au poids initial. Donc les régimes sur le long terme, ça marche pas. Si ça marchait, depuis les premiers régimes qui ont existé dans les années 70, Atkins et compagnie, franchement, je pense qu'on aurait appliqué ces méthodes et globalement, on n'aurait pas de problème d'obésité, alors que l'obésité ne fait que croître. C'est même pire que ça, les régimes accentuent le phénomène de l'obésité parce que ça crée des résistances. Il faudrait peut-être changer alors le terme, parce que le terme régime, il est vraiment adapté dans notre champ lexical à tous. Peut-être qu'il faudrait juste dire habitudes alimentaires pour que ça soit déjà plus optimiste et mieux dans nos habitudes. Donc qu'est-ce qu'il faudrait dire ? C'est mieux. Quand on doit perdre du poids, il faut s'imposer peut-être... C'est mieux habitude, mais résumer encore une fois la problématique du surpoids et de l'obésité à un acte de manger, c'est pas que ça. On va parler d'activité physique, bien sûr. Ça joue énormément, lutter contre la sédentarité. Et le terme habitude, justement, dans notre société, on le voit bien, on mange essentiellement par habitude. On fait 3 repas par jour, les 5 fruits et légumes. On mange entrée, plat, fromage, dessert. Tout ça, ce sont des habitudes. Est-ce que ce sont des habitudes qui répondent à nos besoins ? Est-ce que je mange par faim mon dessert ? Je suis pas sûr. Je le mange pour conclure mon repas. Je le mange parce que j'aime ça, mais je le mange pas par besoin. Et puis il y a aussi cette manière de fonctionner qui dit qu'on doit manger à 20h le soir ou 19h. Pas forcément la bonne heure. Les 3 repas encore une fois. Parce qu'il y a des personnes, les études sont très claires. Il y a des personnes qui font que 2 repas par jour et des cultures qui font que 2 repas par jour. Ils sont pas morts. Ils vivent très bien. Donc il faut savoir s'adapter finalement à ses besoins et comprendre pourquoi on mange. Le petit déjeuner, c'est important ou pas ? J'entends 2 sons de cloche, que j'ai plein d'amis autour de moi qui ne prennent pas le petit déjeuner le matin et qui s'en sortent bien, et d'autres qui me disent que c'est le repas le plus important. Le dogme par excellence. D'accord. Le petit déjeuner, alors si j'étais paysan, que je me levais à 5h du matin et que j'allais dans mon champ travailler toute la matinée, je pense que là il me faut effectivement des apports parce que je suis presque en milieu hostile. Mais par contre les métiers qu'on a qui sont extrêmement sédentaires ne vous imposent pas de petit déjeuner, et la problématique du petit déjeuner en France, c'est qu'on vous dit que c'est le repas le plus important. Donc les gens sont déculpabilisés de prendre un petit déjeuner, ils mangent ce qu'ils veulent, ils mangent que sucré. Il n'y a que des glucides. Et ils ont un coup de barre 2 heures après, parce que la glycémie se met à monter rapidement, et 2 heures après, vous avez un énorme coup de barre, et vous ne comprenez pas pourquoi, et vous allez remanger parce que la glycémie chute trop rapidement. Donc l'exemple même, c'est le cacao, le verre de jus d'orange le matin, du sucre liquide. Le sucre liquide, on sait très bien que le matin, c'est plutôt délétère, mais les gens le prennent avec bonne conscience, parce qu'on leur a dit le petit déjeuner, c'est bon. Alors quel conseil on peut donner à nos auditeurs qui sont justement en risque de surpoids pour modifier leurs habitudes à titre de prévention ? Le principal conseil, c'est essayer d'analyser pourquoi on mange, repérer ses besoins, ses sensations. La notion de faim, on la connaît plus trop. Donc essayer de repérer la faim et comprendre le moment du repas où on n'a plus faim et apprendre à s'arrêter. On a une problématique dans notre société, c'est que nos habitudes professionnelles, scolaires, sociétales nous amènent à manger vite parce qu'on n'a pas le temps. Donc on mange vite. En mangeant vite, vous laissez pas le temps au cerveau de comprendre, parce qu'il faut 20 minutes pour que les hormones intestinales informent le cerveau que le rassasiement est là. C'est pas l'estomac qui dit on est rassasié, l'estomac c'est mécanique, c'est de la pression. Donc on mange vite, on remplit un estomac et on confond le rassasiement avec du remplissage. Donc il faut apprendre à repérer la faim,
C'est pas facile. Hein. Ouais, non, c'est clair, c'est pas simple. C'est un vrai travail. Mais... Oui, c'est un vrai travail, mais ça prend c'est la rééducation. Oui. L'éducation thérapeutique, pardon, c'est exactement ça. Mais la personne, elle doit comprendre justement cette notion de faim, cette notion de rassasiement. En France, il faut clôturer son repas par quelque chose d'autre, pas par le plat principal, donc il y aura quelque chose derrière. Mais pour travailler les quantités, c'est la principale méthode. Après, il y a toute la qualité, et je pense que Mélanie va en parler juste après, c'est-à-dire assurer une qualité globale sur la journée pour apporter suffisamment de protéines, de lipides, de glucides, pas diaboliser les aliments, parce que voilà, on a le droit aussi de se faire plaisir de temps en temps. Quels sont les principaux risques nutritionnels aujourd'hui ? Les aliments ultra transformés et tous les sucres cachés, les sucres liquides, les sodas, les jus d'orange, tout ce qui contient des calories dont les personnes qui les ingèrent n'ont pas conscience en fait, et qui entraînent une surconsommation de calories au niveau de la journée, avec des aliments qui perdent leur qualité nutritive. Un jus d'orange est beaucoup moins sain qu'une orange qu'on ingère. Voilà. Et puis les plats en sauce préparés, achetés, ce que font beaucoup de jeunes militaires qui vivent en caserne le soir et qui n'ont pas forcément de cuisine, et vont se diriger vers les plats tout faits qu'on va réchauffer au micro-ondes parce qu'ils ne peuvent pas se cuisiner des plats. Et c'est tout ça qui est à risque pour leur santé. On va mettre des noms concrets sur tous ces faux amis avec vous, Mélanie Houlion. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'aliments qui sont ces faux amis, et nous parler des sucres cachés, des graisses cachées également? En fait, pour vous faire un topo global, le plan national nutrition santé fait des recommandations, et par exemple, on en parlait tout à l'heure, la recommandation manger 5 fruits et légumes par jour. Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Bon, dans l'idéal, c'est 3 portions de fruits, donc ça peut être une orange, une pomme, 10 raisins, 2 kiwis, 2 mandarines, etc. Il y a des équivalences. Et 2 portions de légumes, au déjeuner et au dîner, par exemple. Et ces portions de légumes doivent avoir une proportion d'environ le creux de nos 2 mains. Voilà, c'est proportionnel à nous. On peut aussi dire, 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 fruits. Mais pourquoi pas plus, sachant que les fruits, on pense que c'est très bon pour la santé. Oui, ça l'est, parce que c'est riche en minéraux, en vitamines, mais c'est aussi riche en sucre. Dans un fruit, une portion de fruit, il y a 20 grammes de fructose. Or, l'Organisation mondiale de la santé préconise de manger maximum 100 grammes de fructose par jour. Fructose, c'est le sucre du fruit. Donc en fait, si on additionne, ça fait 5 fruits par jour. Au-delà, ça peut procurer une stéatose hépatique, donc le sucre se transforme en graisse dans le corps quand il est pris en trop grande quantité, et donc arrive dans le foie. Donc ça peut être un faux ami, même si c'est excellent pour la santé. Voilà, tout excès peut avoir des conséquences. Ça veut dire que quand on dit 5 fruits et légumes par jour, c'est pas minimum 5 fruits et légumes par jour, c'est 5 fruits et légumes par jour, c'est l'idéal. Exactement. Ok, c'est intéressant. On a aussi d'autres, comme vous appelez ça, des faux amis. Il y a par exemple ceux qui sont riches en oméga 3. Donc l'oméga 3, c'est quoi ? C'est un acide gras essentiel, polyinsaturé, qui est excellent pour la santé, parce qu'il est anti-inflammatoire, qui diminue les risques de maladies cardiovasculaires, neurodégénératives, comme Parkinson, Alzheimer. On retrouve l'oméga 3, par exemple, dans les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, dans les cerneaux de noix, les graines de lin, l'huile de colza, l'avocat, par exemple. Mais attention, il ne faut pas oublier que c'est quand même un lipide, et donc, pareil, si il y a une consommation excessive, ça augmente la masse grasse, donc la prise de poids, et donc le risque de surpoids et d'obésité. Mais ça peut aller vite, parce que par exemple, dans un avocat, c'est équivalent à 4 cuillères d'huile. Ouais. Même si c'est merveilleusement bon. Oui. Voilà, et puis on a aussi d'autres types d'aliments qui sont un peu vicieux, parce que par exemple, tout ce qui est graines et noix oléagineux, ils sont de taille petite, donc on peut en prendre machinalement beaucoup, à volonté. Sauf que tout ce qui est amandes, cacahuètes, noisettes, noix de cajou, etc., bien sûr, il y a des minéraux, des vitamines. Il y a en moyenne 20-25% de protéines végétales, donc c'est intéressant nutritionnellement. Mais vous avez aussi 50% en moyenne de lipides. Donc finalement, la moitié de la composition, c'est des lipides. Donc voilà. Après, vous parliez de sucre caché dans les produits. On en a énormément dans les produits ultra transformés du commerce, des sucres cachés. Vous parliez des sodas. Donc dans une canette, par exemple, de coca ou d'autres types de soda, vous avez 7 morceaux de sucre. Dans un jus d'orange, vous en parliez, on a environ 5 morceaux de sucre. C'est beaucoup.
C'est beaucoup, mais aussi dans la confiture le matin qu'on met sur nos tartines, vous avez minimum 55% de sucre. Mais il y en a aussi dans les produits qu'on mange dans les repas salés. Une cuillère à soupe de ketchup, c'est 4 morceaux de sucre. On a des sucres cachés dans les biscottes, le pain de mie, le riz à sushi. On croit que c'est très healthy, mais finalement le riz à sushi est très sucré. Bon, en tout cas, l'importance, on en parlait, c'est l'équilibre alimentaire. C'est d'avoir confiance qu'il faut privilégier des aliments bruts, non transformés au maximum. L'équilibre se fait sur la semaine et pas forcément sur la journée. Et surtout, ça, on en parle souvent, c'est forcément le lien entre le surpoids, l'anxiété, qui touche beaucoup de nos militaires en train de nous écouter, et puis le sommeil aussi. Il y a forcément un lien. Alors, on sait qu'un sommeil de mauvaise qualité aura une influence sur la prise de poids. Puisque pendant le sommeil participe à la régulation de beaucoup d'hormones qui interviennent dans la gestion du poids. Et plus le sommeil sera de mauvaise qualité, et plus on sera à risque de prendre du poids. Donc effectivement, pour les personnes qui sont en surpoids, il est important, pour corriger ce surpoids, d'avoir un sommeil de qualité. Et pareil, un sommeil de mauvaise qualité peut entraîner une irritabilité, une anxiété, un mal-être global. Donc il est important récupérer un sommeil de bonne qualité. Oui, vous voulez rapprocher. Je voulais juste préciser, on le voit bien dans le civil également, c'est-à-dire que les métiers où vous avez des inversions, des cycles jour-nuit, ces personnes vont prendre du poids, pas forcément en mangeant plus d'ailleurs. Elles seront plus à risque de diabète. C'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que cette dérégulation d'hormones jour-nuit, le pire, c'est les personnes qui alternent. Et ça, chez les militaires, on le voit. Évidemment. C'est ce qu'il y a de pire. On désynchronise, on resynchronise. Ça devient du grand n'importe quoi. Et en plus de ça, cette fatigabilité qu'on va avoir par le manque de sommeil va générer le fait qu'on va peut-être grignoter pour compenser, parce qu'avoir des apports de sucre, ça nous rebooste un petit coup. Et donc du coup, ils vont se mettre aussi parfois à grignoter, en plus de l'inversion du rythme jour-nuit. Donc on récupère mieux la nuit que la journée, c'est avéré, ou on peut récupérer tout aussi bien la journée en termes de sommeil si on dort la journée? Non, on récupère mieux la nuit que la journée. C'est évident, c'est sûr. Et d'ailleurs, quand on est de garde de nuit, il ne faut pas prévoir de faire son repas durant la nuit. Il est préférable de manger avant sa garde, comme en temps normal, et de prévoir des petites collations durant la nuit. Parce que le repas pendant le cycle normal du sommeil ne sera pas assimilé de la même façon. Tout le monde a entendu parler du Nutri-Score. La question est simple. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ce qu'on voit peut s'avérer vrai? Dites-nous tout sur le Nutri-Score. Donc j'ai travaillé dessus. C'est, à mon sens, une excellente initiative, parce que ça permet d'éclairer, on va dire, la vision du consommateur dans les rayons des magasins. Après, il faut bien prendre en compte que les différentes catégories alimentaires, d'où aussi l'importance de l'éducation nutritionnelle qui doit être complémentaire à l'étiquetage, on va dire. Il y a aussi d'autres actions de prévention au-delà du Nutri-Score. Il y a par exemple le programme de nutrition de l'Organisation mondiale de la santé qui recommande, donc c'est justement pour pallier à l'épidémie en surpoids dans le monde, et qui recommande, qui a pour objectif de diminuer de 30% la consommation en sel de la population mondiale. Par exemple, l'OMS recommande 6 grammes de sel par jour, consommation. Il y a du sel caché, en plus du sucre, dans les produits ultra transformés, parce que ça augmente, c'est exhausteur de goût, ça permet une meilleure conservation, ça fait tout un tas de choses, sauf que le sel, d'un point de vue médical, ça peut augmenter l'hypertension artérielle et plein d'autres pathologies. Il y a aussi d'autres, et on en parlait avec le plan national nutrition santé, qui recommande qui fait de la prévention en fait en nutrition, et qui fait des recommandations, 5 fruits et légumes par jour, on en parlait, mais il y a aussi la consommation de 2 fois de légumes secs par semaine, 2 poissons par semaine, maximum 500 grammes de viande rouge par semaine, ça va très vite. 500 grammes, 150 grammes de charcuterie aussi, ça va vite. Donc il y a toutes ces actions-là. Il y a aussi donc UNEO qui fait énormément d'actions de prévention et de promotion de la nutrition dans les armées, et notamment avec des professionnels de la santé comme des diététiciens nutritionnistes, des médecins nutritionnistes, à la demande justement des chefs de corps, parce que on sait aujourd'hui que l'éducation nutritionnelle, l'alimentation pour les armées est une priorité et essentielle pour maintenir les capacités opérationnelles, le bien-être physique, la force morale des opérateurs. Je peux revenir sur le Nutri-Score et sur la prévention du UNEO.
c'est un excellent indicateur. Franchement, il est bon ce score. Il est critiqué parfois parce qu'il n'y a pas tout, mais ça donne une orientation. Ah oui. Après, faut changer les habitudes alimentaires de beaucoup de personnes en plus, je pense. Il y a il y a un écueil, c'est que c'est pas parce qu'on mange A qu'on va pas grossir. On peut manger des haricots verts toute la journée, et s'il y a un excès de calories, on peut grossir. Forcément. Donc, et puis les frites, elles sont A. Parce que c'est ce qui est problématique dans la pomme de terre et dans la frite, c'est la cuisson. Donc voilà, il faut savoir l'interpréter. Mais c'est un excellent indicateur, et franchement, c'est très content que ce soit français et que ça puisse être mis en place comme ça pour indiquer aux consommateurs ce qui est bon ou moins bon. Concernant Unéo, la prévention, du coup, nous on travaille dessus avec du digital. C'est-à-dire qu'on a conçu avec Unéo des parcours de prévention du surpoids, où pour leurs adhérents, on va mettre en place ce qu'on appelle des programmes d'éducation thérapeutique numérique, c'est-à-dire que l'adhérent va pouvoir faire son parcours, apprendre des choses, comprendre des choses avec tout un process de gamification. Moi, je suis de la génération Mario Bros, donc je pense qu'on peut apprendre en s'amusant, même des choses extrêmement compliquées comme on a évoqué tout à l'heure. Et donc du coup, plus la personne sera avertie, plus la personne comprendra, avec une transmission de connaissances qu'on estime sans filtre, adaptée à ce qu'on appelle la littératie, c'est-à-dire au niveau de connaissance de la personne. Mais on va lui transmettre toutes ces connaissances pour qu'elle change ses habitudes, pas parce qu'on lui demande, pas parce que le PNNS lui demande, mais elle change ses habitudes parce qu'elle a compris le bénéfice qu'elle a de le faire. Et donc ça, c'est un programme qui va sortir normalement fin juin. Je me permets de rajouter aussi que la Caisse de Sécurité militaire s'associe aussi à ces efforts de prévention sur le thème de la nutrition. Notamment, on a des marches avec des prestataires qui peuvent faire des stands sur la thématique de la nutrition, également dans les unités militaires, les journées de famille, les événements sportifs. Avant qu'on passe à la troisième partie de l'émission avec les questions et vos réponses des militaires concernant la nutrition et la santé, les auditeurs de Skyrock PLM, un mot quand même sur l'importance de l'activité physique pour prévenir le surpoids et accompagner aussi un programme de lutte contre le surpoids. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Alors pour commencer, l'activité physique n'est pas forcément une activité sportive. L'activité physique comprend également toutes les activités qu'on a durant la journée, que ce soit la marche, la montée des escaliers, les activités de ménage qui ne sont pas réservées aux femmes. C'est l'aspirateur, c'est une activité physique comme une autre. Et puis, cette activité physique aide justement à maintenir un point correct, un poids correct, parce que ça fait dépenser de l'énergie. Ah, ça c'est ce qu'on appelle donc l'activité physique. Voilà. Les activités sportives sont des activités physiques un peu plus intensives. Bien sûr. Et donc, c'est très important dans l'équilibre nutritionnel d'associer une activité physique pour atteindre son équilibre. En fait, on meurt beaucoup plus de sédentarité que d'obésité en Europe. Quasiment 2 fois plus. La problématique, c'est pas le manque d'activité sportive, c'est le manque d'activité physique. C'est exactement ce que vous avez décrit. Nos métiers deviennent de plus en plus sédentaires, et les militaires, ils échappent pas à la règle. Ils ont des métiers qui sont aussi également de plus en plus sédentaires. On est assis sur une chaise toute la journée, on bouge beaucoup moins, alors qu'on a de plus en plus de temps pour faire de l'activité, avec le temps de travail. On en fait de moins en moins. Donc il va falloir compenser ce déficit d'activité et cette sédentarité, cette inactivité, par des temps courts d'activité physique qu'on va inscrire dans son quotidien. Effectivement, c'est l'aspirateur, prendre les escaliers, prendre les transports en commun. Chez les Parisiens, c'est simple, il suffit de s'arrêter 1 à 2 stations de métro avant pour pouvoir marcher tous les jours un peu plus. Donc c'est ça qu'on va devoir intégrer dans ce quotidien, et les études, elles sont très claires. C'est pour perdre du poids, pas la peine d'avoir un niveau d'activité sportive très intense. D'ailleurs, les grands sportifs, ils perdent pas de poids. Par contre, il faut lutter contre cette sédentarité. Il faut trouver ce bon temps d'activité physique mais qui est aussi adapté à sa vie. En fait, la régularité va nous récompenser plutôt que... La régularité va récompenser, il faut que ça s'inscrive dans notre vie au quotidien. Et puis il faut sortir aussi du dogme, il faut faire 45 minutes pour brûler les graisses. Ça, c'est la meilleure excuse pour rien faire. Vous faites 20 minutes tous les jours, ça marche, c'est très bien. Pas besoin de faire 45 minutes pour brûler ces fameuses graisses. Ça, c'est des histoires de crossover points, c'est de la science, mais il faut sortir de ce schéma-là. Juste après un détour avec Léa, que vous avez la chance de retrouver chaque soir entre 18h et 21h pour vos dédicaces pour les militaires. Léa, c'est parti. Oui, Aymeric, je suis avec la chef Amandine et l'adjudant Grégory. Donc merci de nous recevoir ici à Fontainebleau, au Centre national des sports de la défense. Donc vous êtes des experts de la préparation physique pour les armées. Et quels sont les conseils que vous recommanderiez à une personne qui souhaite passer
passer les tests d'entrée pour rejoindre les armées françaises? Alors dans un premier temps, je dirais qu'avant de voir la spécialité, il faut se rendre compte qu'on rentre dans l'armée. Donc c'est notre premier métier, c'est d'être militaire. Ensuite, il faut, en fonction de ses appétences, bien choisir son armée. Il y a 3 armées différentes et la gendarmerie. Et en fonction de l'armée, le métier de moniteur EPMS n'est pas du tout le même. Donc il faut se renseigner au niveau du CIRFA pour être sûr de faire ce qu'on veut, d'un métier passion, hein, parce qu'on est tous les deux passionnés par notre métier, donc pour être sûr de faire le bon métier. Pour bien se préparer aux tests, dans un premier temps, eh bien, il faut se renseigner sur quels sont les tests. Donc pour rentrer en tant que moniteur EPMS, il y a de la course à pied, le Cooper, test de sprint. Il y a aussi des tractions ou de la corde en fonction des armées et de la natation. Il y a aussi un parcours de coordination et donc en fonction de ces tests, il faut aussi se renseigner sur les barèmes, être au clair avec soi-même pour savoir si oui ou non on est apte à rentrer et ensuite bien se préparer. Et concernant la fréquence et l'intensité justement de ces exercices, c'est quoi l'idéal? Pour bien se préparer, normalement on place un volume de 3 séances par semaine avec une fréquence qui peut fluctuer. On a des personnes débutantes. On sera sur un volume de 2 séances par semaine avec au moins 48 heures de récupération entre chacune des 2 séances. On montera progressivement en volume avec 3 séances par semaine, toujours espacées de 48 heures si possible, sur une durée minimale de 8 à 10 semaines. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir avoir quelques mois devant soi, à la fois être progressif, régulier, et éviter tout ce qui peut engendrer une surcharge de travail favorable aux blessures. Donc il faut être vigilant vis-à-vis de ça. Et au sein des armées, donc toutes les catégories professionnelles sont amenées à passer des examens ou des concours. Là aussi, vous avez quelques conseils en matière d'entraînement, de nutrition et d'hygiène de vie pour obtenir une performance optimale le jour J. On sera vigilant sur le sommeil d'abord, parce qu'on sait que le sommeil peut influencer par exemple la fréquence cardiaque. Le fait d'entrer plus rapidement dans ce qu'on appelle la résistance, donc quelque chose qui va vous freiner, vous empêcher d'être dans votre plein potentiel. Et on fera en sorte de ne pas consommer des aliments trop glycémiants. Glycémiant, qu'est-ce que ça veut dire? Des aliments qui vont engendrer un coup de pompe réactionnel et qui vont pouvoir créer des frissons, une cyanose au niveau des lèvres et surtout une disponibilité énergétique moins grande, une difficulté à libérer son plein potentiel. Donc les produits ultra transformés, les sodas, tout ce qui est lié aux confiseries et ce genre de choses, on oublie au moins à l'approche des tests. Voilà, c'est quelque chose sur lequel il faudra être vigilant. Et est-ce qu'il faut se préparer physiquement de manière particulière avant un départ en opération extérieure? Alors avant un départ en opération extérieure, déjà il faut se renseigner sur quelle opération on se déplace. En général, c'est un milieu où on part par temps chaud. Donc oui, il faut se préparer déjà psychologiquement à partir sur un théâtre où il fait chaud. Physiquement aussi, il faut être prêt, mais en tant que moniteur EPMS, on est souvent toujours prêt. Un petit peu plus spécifiquement, bien s'hydrater et puis surtout vraiment se renseigner sur quelles seront nos activités sur le théâtre. Donc oui, se préparer. Alors pour compléter, effectivement, j'ai eu la chance d'aller en Guyane plusieurs fois. Il y a un temps d'acclimatation nécessaire où on ne pourra pas faire d'exercice intense durant la première voire la 2e semaine. Et ensuite, en fonction des adaptations du corps, notamment la thermorégulation, on pourra progressivement augmenter le volume, l'intensité, tout en évitant évidemment les périodes de la journée où la température est la plus élevée. Mais on est aussi formé à s'acclimater au froid, parce qu'il y a aussi effectivement des OPEX qui peuvent se dérouler, notamment la nuit, ou au Proche-Orient, il peut faire très froid. Et la performance physique, elle passe aussi par le mental, j'imagine? Dans les armées, on développe ce qui est l'ORFA, l'optimisation des ressources des forces armées. Donc il nous permet à la fois de nous dynamiser avant une séance, avant un objectif particulier, par exemple moi dans l'armée de l'air, par exemple avant un vol, qui développe aussi tout ce qui est relaxation, récupération, et aussi tout ce qui est imagerie mentale. Adjudant Grégory, donc vous l'avez dit tout à l'heure, il faut éviter les produits transformés. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour ceux qui seraient tentés par différents produits censés améliorer les performances? Alors, juste un petit laïus sur les produits ultra transformés. C'est quelque chose qui est un fléau dans la société actuellement, qui participe des maladies chroniques, du diabète du type 2, du cancer et surtout de l'obésité et du surpoids. Le surpoids pour un militaire, c'est un problème. C'est un problème au niveau articulaire, c'est un problème au niveau efficacité opérationnelle. C'est même un problème pour sa propre sécurité, pour celle des autres. C'est quelque chose sur lequel j'insiste. En ce qui concerne les apports de compléments alimentaires, il faut savoir que c'est l'entraînement qui prime. C'est-à-dire que vous aurez beau prendre, par exemple, de la whey en pré-séance, donc dans l'optique de sécher, d'avoir une musculature qui est préservée. Si vous ne vous entraînez pas, c'est des substances qui seront excrétées dans les urines. Elles peuvent même contribuer à vous faire prendre du poids et notamment en graisse. Donc il faut associer ces compléments alimentaires, si j'ai l'intention d'en prendre, avec une préparation physique et un entraînement physique régulier, assidu. Ça nécessite une grosse hydratation en complément, car les suppléments protéiques comme les gainers ou la whey, donc une grosse consommation de protéines, peuvent engendrer une surcharge rénale, Et cette surcharge rénale, elle peut être
partiellement compensée par une hydratation adaptée. Attention au dosage, il y a des marques françaises qui respectent les règles antidopage, qui sont correctement dosées et qui empêchent tout abus ou toute intoxication. N'achetez jamais de compléments alimentaires en Europe de l'Est, aux États-Unis, ou d'où la provenance n'est pas certaine. Les compléments alimentaires ne sont pas du dopage. Attention de ne pas entrer dans des conduites dopantes et de consommer ces produits de manière disproportionnée. Il y a la forme, d'accord, on veut être beau esthétiquement, mais il y a avant tout le fond. On peut avoir un physique plus modeste et être un excellent militaire. C'est ça l'essentiel. Si je peux rajouter quelque chose, quoi qu'il en soit, quelle que soit la prise de suppléments ou de compléments, il faut toujours se rapprocher d'un expert ou d'un moniteur en fonction de là où on se trouve. Voilà, ça remplacera jamais évidemment une hygiène de vie, une nutrition équilibrée chaque jour. Quelque chose qui est en complément pour des gens qui, à la suite d'un entraînement intense, en ressentiraient le besoin. Mais dans la plupart des cas, les gens qui s'alimentent correctement au quotidien n'ont pas besoin de ces compléments. Porte bien le nom de complément. Et en tout cas, merci à tous les deux pour ces conseils. On vous laisse les apporter auprès de l'équipe de France militaire de rugby. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci Léa. On va faire les questions-réponses des militaires, nos auditeurs qui ont posé plein de questions justement sur ce thème passionnant qui est la nutrition et la santé. Alors, le thème, on commence avec le sergent Romain. Voici sa question. Qu'est-ce que je dois manger pour être bien rassasié, ne plus avoir faim rapidement et ne pas grossir? Question simple, mais question qui touche beaucoup de monde. L'idéal, c'est d'avoir un repas complet. D'accord. Donc ça veut dire, moi j'aime bien illustrer ça par le Peace and Love, dans son assiette, où vous devez avoir la partie protéine, qui doit faire environ la taille de sa main à plat comme ça. Ouais. Donc ça peut être viande, poisson, œufs, tofu, donc c'est du soja. Avec l'autre partie qui doit être la portion de féculents. Donc la partie protéine va vraiment apporter le côté satiétogène et va participer au maintien de la masse musculaire, et notamment chez les militaires parce qu'ils font de l'activité physique régulièrement. Donc faut entretenir cette masse, parce que vous savez que quand on fait de l'activité sportive, on perd en masse. Parce que les microfibres musculaires se contractent et se détériorent. Sauf que le muscle est composé 100% de protéines. Donc il va falloir avoir un apport protéique optimale sur un bon timing. Par exemple, après la fin de l'effort, dans les 30 minutes, il y a une fenêtre anabolique qui se crée, et donc c'est là où le corps, on a jusqu'à 2 heures, mais c'est là où le corps va bien absorber les protéines pour justement reconstruire ses microfibrilles et se développer en masse. Donc cette partie protéine est très importante dans l'assiette. Il y a aussi la partie féculent qui va être plus glucidique, glucide lent, donc qui va justement apporter ce côté rassasiant sur une longue partie entre les repas de la journée. Ouais. Donc ça peut, et puis c'est le carburant du corps, les glucides. Bien sûr. Donc les féculents, les céréales complètes, le riz complet, les pâtes complètes, le quinoa, le boulgour, etc. Donc ça peut être équivalent à 2 bonnes poignées de féculents secs. D'accord. Voilà, pour avoir une idée un peu des proportions. Ouais. Et enfin, la dernière partie du Peace and Love, c'est les fameux légumes sous toutes les formes, crus, cuits, surgelés, frais, tout ce que vous voulez. Mais il faut ces légumes-là parce que ça apporte des fibres, des vitamines, des minéraux. Et les fibres, vous savez, c'est vraiment la meilleure arme pour le microbiote, donc cet écosystème bactérien intestinal, pour être équilibré, être sain, parce que c'est pas que aussi en apparence physique qu'on paraît en bonne santé, c'est aussi à l'intérieur, c'est l'intestin, on le nourrit, et les fibres permettent de bien nourrir ce microbiote. Et donc derrière aussi, il y a un lien vraiment avec l'obésité qui permet de diminuer ce risque-là. Et une question alors justement qui est un petit peu en lien avec tout ça, qui est signée lieutenant Marie. Quelle est la meilleure façon de lutter contre la fatigue en mission? La première chose à faire, c'est de ne pas partir en mission avec une dette de sommeil. Donc essayer de bien dormir avant de partir. Le sommeil, toujours, encore et toujours. Ouais. Toujours le sommeil. Ensuite, durant la mission, il va y avoir des problèmes de sommeil. Donc dès que possible, quand on a une activité, des alternances de garde ou des missions nocturnes, dès que possible, essayer de récupérer la dette de sommeil au fur et à mesure par des petites siestes d'une demi-heure. Ceux qui savent en faire, oui, bien sûr, c'est très pratique, très utile. Ensuite, la fatigue physique, un des meilleurs remèdes, c'est une alimentation équilibrée pour récupérer, adaptée à l'activité de la mission. Vous confirmez que la sieste efficace
est une sieste qui dure moins de 30 minutes. Au-delà, ça devient compliqué. Ou bien on est sur un cycle de sommeil en fait. C'est qu'après, ça va être plus compliqué pour se réveiller. Effectivement, on part dans un sommeil plus profond. Et effectivement, les navigateurs, ils font des pauses comme ça de 20 minutes et ça marche plutôt bien. Et j'invite évidemment tout le monde à aller sur le site d'Uneo pour en savoir plus sur la nutrition et la santé militaire pour avoir encore un complément de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.